Lorsqu'un tremblement de terre dévastateur réduit une métropole en un labyrinthe de ruines, un ingénieur en démolition à la retraite se retrouve piégé. Pour les autres, c'est le chaos absolu. Pour lui, c'est une science. Il doit lire le langage des bâtiments brisés, sentir la tension dans l'acier tordu et trouver des chemins de survie là où il ne semble y avoir que la mort. C'est une histoire où l'art de la destruction devient l'instrument ultime de la survie. Si vous aimez les récits où une expertise unique défie le destin, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner. Marc Le Corbeau Lefebvre voyait les villes différemment de la plupart des gens. Là où d'autres voyaient des façades, des fenêtres et des rues, il voyait des squelettes. Des squelettes d'acier, de béton armé et de verre, chacun avec sa propre posture, sa propre force et ses propres faiblesses cachées. À 64 ans, après une carrière de 40 ans comme l'un des meilleurs ingénieurs en démolition contrôlée d'Europe, il ne pouvait s'empêcher de regarder un gratte-ciel et de calculer mentalement où il faudrait placer les charges pour le faire s'effondrer sur lui-même avec la grâce d'une ballerine. Son surnom, le Corbeau, ne venait pas de son tempérament sombre, mais de sa capacité à se percher, métaphoriquement, au sommet des plus hautes structures, observant, analysant, avant de prononcer leur sentence de mort. Il n'était pas un destructeur, il était un chirurgien de la déconstruction, un artiste dont la toile était le paysage urbain et dont les outils étaient la dynamite et la physique. Il comprenait le langage des bâtiments. Il pouvait sentir la tension dans une poutre simplement en posant sa main dessus, entendre la fatigue du métal dans le gémissement d'une structure sous le vent, voir les lignes de contrainte invisibles qui parcouraient une façade en béton. Pour lui, un bâtiment n'était pas une chose inerte. C'était un organisme vivant, en lutte constante contre la gravité, un organisme qui naissait, vivait, et un jour, grâce à lui, mourait avec dignité. Maintenant à la retraite, il vivait une vie de quiétude forcée dans un grand appartement au 25e étage de la Tour Horizon, un immeuble résidentiel moderne au cœur de la métropole. C'était un paradoxe. L'homme qui avait passé sa vie à faire tomber des bâtiments vivait maintenant au sommet de l'un d'entre eux. Il avait choisi cet appartement pour la vue, une vue panoramique sur la forêt de verre et d'acier qu'il avait contribué à façonner. Mais cette vue était aussi une source de malaise constant. Il voyait les défauts, les compromis, les faiblesses que seul son œil exercé pouvait déceler. Il voyait la manière dont la nouvelle tour de bureau, construite à la hâte, se balançait un peu trop sous les vents forts, un signe de contreventement insuffisant. Il voyait les fissures capillaires sur la façade d'un vieil immeuble en béton, des rides qui racontaient une histoire de fatigue structurelle. Il était un médecin à la retraite qui ne pouvait s'empêcher de voir les symptômes de la maladie chez tous ceux qu'il croisait. Ce matin-là, un matin d'automne clair et frais, il était assis près de sa baie vitrée, une tasse de café à la main, observant la ville s'éveiller. Il y avait une étrange quiétude dans l'air, un silence inhabituel. Le trafic, habituellement un rugissement constant, semblait étouffé. Les oiseaux, qui nichaient sur son balcon, étaient silencieux, agités. Son vieux chien, un labrador nommé Buster, était couché à ses pieds, gémissant doucement, son corps parcouru de légers tremblements. Marc posa sa main sur le flanc de l'animal. Il sentait la tension dans ses muscles. Les animaux, il le savait, sentaient les choses avant les hommes. Il se leva et se dirigea vers la fenêtre, posant sa paume contre le verre froid. Il ne sentit rien. Pas la moindre vibration. Et pourtant, un sentiment de malaise, une intuition née de décennies passées à écouter les structures, s'insinua en lui. C'était comme le silence qui précède l'orage, le calme plat avant le déferlement de la vague. Il regarda la ville, sa ville. Il la voyait comme un écosystème complexe, un réseau de forces interdépendantes. Et il sentait, avec une certitude irrationnelle, que cet écosystème était sur le point de se rompre. Il pensa à son travail, à la manière dont il préparait une démolition. Il passait des semaines à étudier la structure, à identifier les piliers clés, les points névralgiques dont la destruction entraînerait un effondrement en chaîne contrôlée. La ville, il le réalisa soudain, avait aussi ses piliers clés, ses centrales électriques, ses ponts, ses centres de communication. Et elle avait ses faiblesses, ses vieilles infrastructures, ses bâtiments construits avant les normes sismiques modernes. Il se sentit soudain très petit, très vulnérable, un simple habitant d'une structure immense et fragile dont il ne contrôlait pas le destin. Il ne le savait pas encore, mais dans quelques instants, son expertise unique, son art de la destruction, allait devenir son seul et unique outil de survie, et le seul espoir pour d'autres, dans une ville où chaque bâtiment était devenu une énigme mortelle. La première secousse fut un murmure. Une vibration de basse fréquence, si subtile que Marc crut d'abord que c'était un gros camion qui passait dans la rue, 25 étages plus bas. Mais le murmure ne s'arrêta pas. Il enfla, se transformant en un grondement sourd et profond qui sembla venir des entrailles de la terre. Le sol de son appartement se mit à vibrer, faisant teinter les verres dans le vaisselier. Buster, son chien, se mit à aboyer frénétiquement, courant en cercle paniqué. Marc se figea.
Il avait connu des tremblements de terre mineurs, mais celui-ci était différent. Il y avait une puissance, une violence contenue dans ce grondement qui lui glaça le sang. Puis, la deuxième secousse frappa, et le monde bascula dans un chaos apocalyptique. Le sol se déroba sous ses pieds, non pas dans un mouvement de va-et-vient, mais dans une ondulation violente et verticale, comme s'il était sur le dos d'une bête gigantesque qui se réveillait. Il fut projeté au sol. Le bruit fut assourdissant. Ce n'était pas seulement le bruit de la terre qui grondait. C'était le bruit de la ville qui hurlait. Le son du verre qui explose, des milliers de fenêtres se brisant simultanément dans un fracas cristallin. Le son du métal qui se tord, les structures d'acier des gratte-ciel gémissant sous une contrainte insupportable. Et par-dessus tout, le son du béton qui se pulvérise, un bruit de déchirement sec et brutal, le son des os de la ville qui se brise. Marc, rampant à quatre pattes, se traîna jusqu'à la baie vitrée. Ce qu'il vit fut une vision de l'enfer. La ville, sa ville, était en train de s'effondrer. La nouvelle tour de bureau, celle dont il avait noté la faiblesse, se balançait comme un roseau dans la tempête. Il la vit se tordre sur elle-même, puis se briser en deux dans un nuage de poussière et de débris. Des ponts suspendus ondulaient comme des rubans avant que leurs câbles ne cèdent, projetant des dizaines de voitures dans le vide. Partout, des bâtiments s'effondraient, partiellement ou totalement, soulevant des nuages de poussière si épais qu'ils obscurcissaient le ciel, transformant le jour en une nuit de cendres. Son propre bâtiment, la tour Horizon, gémissait et craquait autour de lui. Il pouvait sentir les vibrations de la structure, entendre sa plainte. Son esprit d'ingénieur, même au milieu de la terreur, analysait. Il reconnut le bruit de cisaillement des joints de dilatation, le son plus aigu des barres d'armature qui se tendaient au-delà de leurs limites d'élasticité. Il savait que le bâtiment était en train de mourir. Son instinct de survie prit le relais. Il rampa vers le centre de l'appartement, s'éloignant des fenêtres. Il se réfugia sous le cadre d'une porte, dans un mur porteur, sachant que c'était l'endroit le plus solide de la structure. Il serra son chien Buster contre lui, essayant de le calmer, alors que le monde autour d'eux se désintégrait. L'effondrement de son propre étage fut d'une violence inouïe. Il y eut un craquement assourdissant au-dessus de sa tête, et le plafond de son salon se déchira. Il vit le ciel gris et poussiéreux apparaître, puis une avalanche de béton et de métal s'abattit. Le cadre de la porte, miraculeusement, résista, créant une petite poche de survie autour de lui. Il fut plongé dans une obscurité totale, assourdi par le bruit, suffocant dans la poussière. Il sentit le bâtiment entier basculer, s'affaisser, comme un navire qui sombre. Puis, après une dernière secousse violente qui le projeta contre le mur, le mouvement cessa. Le silence qui suivit fut encore plus terrifiant que le bruit. Un silence de mort, seulement troublé par le crissement des débris qui s'installaient et le son de sa propre respiration, rauque et sifflante. Il était vivant. Il était piégé. Il était au cœur d'une ville qui venait de devenir un tombeau. Il resta là, dans le noir, pendant un temps indéterminé, son esprit luttant pour comprendre l'ampleur de la catastrophe. Il n'était plus un observateur. Il était une partie des décombres. Et pour survivre, il allait devoir apprendre à lire le langage de la destruction, non plus de l'extérieur, mais de l'intérieur. Le retour à une forme de conscience fut lent et douloureux. Marc était étourdi, son corps meurtri, mais miraculeusement, il ne semblait pas avoir de blessures graves. Buster, son chien, était blotti contre lui, tremblant mais vivant. L'obscurité était presque totale, seulement percée par quelques faibles raies de lumière qui filtraient à travers les décombres. La première chose qu'il fit fut de faire un bilan de son environnement immédiat. Il n'était plus dans son appartement. Il était dans une sorte de grotte, une cavité formée par une configuration chanceuse de dalles de béton effondrées et de poutres d'acier tordues. Au-dessus de lui, une énorme plaque de plancher, probablement celle de l'appartement du dessus, reposait en équilibre précaire sur un mur à moitié effondré et une poutre en y tordue. C'était son toit. Un toit qui pouvait s'effondrer à tout moment. Pour n'importe qui d'autre, cette scène aurait été un chaos absolu, un enchevêtrement de destruction sans queue ni tête. Mais pour Marc, c'était une équation. Une équation de force, de poids et de contrainte. Son esprit, habitué à décomposer les structures les plus complexes, commença à lire les ruines. Il ne voyait pas seulement des débris, il voyait un système structurel, bien que brisé et instable. Ses yeux, s'habituant à la pénombre, commencèrent à analyser les détails. Il regarda la grande poutre en nid qui soutenait une partie de son toit. Elle était pliée en son centre, formant un angle obtus. Il pouvait voir les fines fissures de contrainte sur la peinture, révélant la tension extrême que le métal subissait. Il savait que cette poutre était au-delà de sa limite d'élasticité. Elle ne se plierait pas davantage, elle se romprait. C'était un point de défaillance imminent. Il examina ensuite la dalle de béton.
Il observa la manière dont elle était fissurée. Les fissures n'étaient pas aléatoires. Elles suivaient des lignes de contrainte précises, partant des points d'appui et se propageant vers le centre. C'était une carte de la faiblesse de la dalle. Il comprit que la partie centrale de la dalle était la plus susceptible de céder. Il se déplaça, ainsi que son chien, vers le bord de la cavité, plus près du mur porteur, là où la charge était mieux répartie. Il commença à construire une carte mentale de son environnement. Il ne voyait plus un tas de ruines, mais un paysage avec ses montagnes, les piles de débris les plus hautes, ses vallées, les espaces vides, ses rivières, les lignes de contrainte, et ses falaises, les surplombs instables. Sa dyslexie, qui l'avait toujours gêné pour la lecture de longs rapports, était, comme pour Amélie dans une autre histoire, un atout ici. Son cerveau était câblé pour voir les choses de manière holistique, spatiale, plutôt que linéaire. Il pouvait visualiser la structure tridimensionnelle des décombres, imaginer comment les différentes pièces s'emboîtaient, comment les forces se propageaient à travers le chaos. Il passa plusieurs heures dans cette première cavité, à observer, à écouter. Il écoutait le bruit des débris qui s'installaient, le grincement du métal, le craquement du béton. Chaque son était une information. Un craquement sec et rapide signifiait une rupture fragile, probablement du béton. Un gémissement long et grave signifiait une déformation plastique, de l'acier qui se tordait. Il apprit à lire la symphonie de la destruction. Il savait qu'il ne pouvait pas rester ici. La structure était trop instable, et les répliques, qu'il sentait régulièrement, menaçaient de tout faire s'effondrer. Il devait trouver un chemin. Un chemin sûr à travers ce Mikado géant et mortel. Il repéra une petite ouverture dans un coin de sa cavité, un trou à travers un mur de briques effondrées. C'était sa seule sortie possible. Mais avant de s'y engager, il devait évaluer ce qui se trouvait de l'autre côté. Il ne pouvait pas voir. Il utilisa donc son ouïe. Il lança une petite pierre à travers l'ouverture. Il écouta attentivement le son de l'impact. Le son était mat, suivi d'un léger bruit de glissement. Cela signifiait que de l'autre côté, il y avait une surface solide, probablement une autre dalle de béton, recouverte de débris plus petits. Ce n'était pas un vide. C'était un chemin possible. Il se prépara à commencer son voyage. Il n'était plus une victime. Il était un explorateur, un ingénieur naviguant dans une nouvelle et terrible géographie, une géographie qu'il était le seul à pouvoir comprendre. Le passage à travers l'ouverture fut la première épreuve. Le trou était étroit, et Marc dut se contorsionner, poussant son chien Buster devant lui. Il déboucha dans un espace différent, une sorte de tunnel formé par deux dalles de plancher qui s'étaient effondrées l'une contre l'autre, formant un toit en V. L'espace était plus long, mais plus bas, l'obligeant à ramper. Ici, la lecture des ruines était encore plus cruciale. Chaque mouvement pouvait déstabiliser l'équilibre précaire de la structure. Il avançait avec une lenteur infinie, ses mains et ses genoux sondant le terrain devant lui. Il appliquait les principes de base de la spéléologie et de l'alpinisme, la règle des 3 points d'appui. Ne jamais bouger plus d'un membre à la fois, en gardant toujours 3 points de contact solides avec la structure. Il enseignait à son chien à faire de même, le guidant de la voie, le félicitant à chaque mouvement prudent. Son chemin était dicté par la logique de la structure. Il évitait le centre des dalles, là où la flexion était maximale, et longeait les bords, près des points d'appui, là où la structure était la plus solide. Il cherchait les lignes de force, les poutres et les colonnes qui, même brisées, continuaient de supporter une partie de la charge. C'étaient ces autoroutes, ces chemins sécurisés. Il apprit à reconnaître les différents types de débris. Il y avait le béton pulvérisé, qui formait une surface instable comme du sable. Il y avait les blocs de béton plus gros, qui pouvaient être stables s'ils étaient bien calés, mais qui pouvaient aussi basculer. Et il y avait l'acier, son meilleur ami et son pire ennemi. Une poutre en nid, si elle était bien positionnée, pouvait être un pont solide. Mais une barre d'armature tordue et saillante pouvait être une lance mortelle. Après 1 heure de reptation, il arriva à un obstacle. Le tunnel en V était bloqué par un enchevêtrement de conduits de ventilation et de câbles électriques. Il ne pouvait pas passer. Il était piégé. Il resta immobile un instant, luttant contre la montée de la claustrophobie. Il examina l'obstacle. Les conduits étaient en tôle fine, ils pouvaient être tordus. Mais les câbles étaient un problème. Certains étaient peut-être encore sous tension, bien que ce soit peu probable. Il n'avait aucun outil pour les couper. Il remarqua alors une chose. L'une des dalles de béton qui formaient son toit semblait moins épaisse à un endroit. Il y avait une découpe rectangulaire, probablement une ancienne trappe d'accès pour la maintenance. La trappe elle-même avait disparu, mais le trou était là, obstrué par des débris plus légers. C'était une sortie possible, vers le haut. Il commença à dégager prudemment les débris, des morceaux de plâtre, de l'isolant, des fragments de bois.
Il créa une petite ouverture, juste assez grande pour passer la tête. Il regarda. Il se trouvait maintenant dans ce qui avait été un appartement, un étage plus bas que le sien. La pièce était un chaos de meubles renversés et de débris, mais elle était plus grande, plus ouverte. Il y avait plus de lumière. Il se hissa à travers l'ouverture, puis aida son chien à le rejoindre. Il était sorti du tunnel. Il était dans un nouvel environnement, avec de nouveaux dangers et de nouvelles opportunités. Il se sentit comme un alpiniste qui vient de franchir une section difficile et qui atteint un nouveau camp de base. Il n'était pas encore sauvé, loin de là. Mais il avait prouvé qu'il pouvait avancer. Il pouvait lire les ruines, et cette lecture lui permettait de tracer un chemin là où il n'y en avait pas. Il était en train de réécrire la carte de son propre tombeau. C'est alors qu'il entendit un son. Un son faible, presque imperceptible, couvert par le bruit du vent qui sifflait à travers les ruines. Un cri. Un appel à l'aide. Il n'était pas seul. Le son était faible, intermittent, presque noyé dans le bruit de fond sinistre de la ville en ruine, le gémissement du métal, le craquement du béton, le sifflement du vent. Mais pour Marc, dont les sens étaient maintenant aiguisés par le silence et le danger, le cri était d'une clarté indubitable. C'était une voix humaine. Une voix de femme. Elle venait de quelque part en dessous de lui, de l'autre côté de l'appartement en ruine. Une nouvelle énergie, une nouvelle raison de vivre, l'envahit. Il n'était plus seulement en train de se battre pour sa propre survie. Il avait une mission. Il commença à se diriger vers la source du son, mais chaque pas était un calcul de risque. L'appartement était un champ de mines structurelles. Le plancher était incliné à un angle précaire, et de larges fissures zébraient le sol. Il savait qu'une grande partie du plancher ne reposait plus sur les poutres de soutien, mais tenait en place par un équilibre fragile de compression et de friction. Il se déplaçait en longeant les murs porteurs, là où il savait que le sol était le plus solide. Il utilisait une longue tringle à rideau en métal qu'il avait trouvée comme une sonde, tapotant le sol devant lui, écoutant la résonance. Un son plein et mat indiquait un support solide. Un son creux et vibrant signifiait le vide, un piège mortel. Il arriva enfin à un grand trou béant au milieu de ce qui avait été le salon. Le plancher s'était effondré, créant un puits de plusieurs mètres de profondeur qui donnait sur l'étage inférieur. Le cri venait de là. Il se pencha prudemment au-dessus du trou. « Il y a quelqu'un » appela-t-il, sa voix rauque par manque d'usage. Il y eut un silence, puis une voix de femme, faible et tremblante, lui répondit. « Oui. Aidez-moi. S'il vous plaît. » Il dirigea le faisceau de la petite lampe de poche qu'il avait trouvée dans une cuisine vers le fond du trou. Il vit une femme, la trentaine, coincée sous une grande bibliothèque en bois. Sa jambe était visiblement prise sous le meuble. À côté d'elle, un petit garçon, qui ne devait pas avoir plus de 5 ans, pleurait en silence, son visage couvert de poussière. Ils étaient vivants. « Ne bougez pas » dit Marc d'une voix qu'il voulait rassurante. « Je suis ingénieur. Je vais vous sortir de là. » Il commença à évaluer la situation. La bibliothèque était lourde, mais elle ne semblait pas écraser la jambe de la femme, seulement la coincer. Le véritable danger venait d'au-dessus. La dalle de plafond au-dessus d'eux était gravement endommagée, avec une énorme fissure en forme de X. Des morceaux de plâtre tombaient régulièrement. Il savait que cette dalle pouvait s'effondrer à tout moment, surtout s'il commençait à bouger des choses en dessous. Il devait d'abord stabiliser la situation. Il ne pouvait pas simplement soulever la bibliothèque. Il devait créer un système de soutien pour le plafond avant d'intervenir. Il regarda autour de lui, cherchant des matériaux. Il repéra plusieurs portes en bois massif qui avaient été arrachées de leurs gonds. Il repéra aussi des pieds de table en métal, solides et droits. Son esprit de démolisseur, habitué à créer des structures de soutien temporaires, les était, se mit au travail. Il expliqua son plan à la femme, qui s'appelait Sarah. « Je vais devoir faire un peu de bruit. Mais ne vous inquiétez pas. C'est pour vous protéger. » Il commença par descendre dans le trou. Il utilisa des câbles électriques qu'il arracha des murs comme une corde improvisée. Une fois en bas, il commença à construire. Il cala les pieds de table en métal verticalement entre le sol et le plafond endommagé, juste à côté de la bibliothèque. Puis, il utilisa les portes en bois comme des poutres de répartition, les plaçant sur les pieds de table pour distribuer la charge du plafond sur une plus grande surface. C'était un travail de construction inversé. Il ne construisait pas pour créer un espace, mais pour empêcher un espace de disparaître. C'était un travail physique, épuisant, mais il était dans son élément. Il sentait la structure, il comprenait ses forces, il anticipait ses réactions. Une fois qu'il fut satisfait de la solidité de son système de soutien, il se tourna vers la bibliothèque. Il utilisa sa tringle à rideau comme un levier, et avec un effort immense, il réussit à soulever le meuble de quelques centimètres,
juste assez pour que Sarah puisse dégager sa jambe. Elle était blessée, mais elle pouvait marcher en boitant. Il aida ensuite la mère et son fils, Léo, à remonter à l'étage supérieur. Ils étaient sortis du piège immédiat. Ils étaient maintenant 3, plus un chien, une petite communauté de survivants au cœur des ruines. Et Mark, le vieil ingénieur solitaire, était devenu leur chef, leur protecteur, leur seul espoir. La présence de Sarah et de son fils Léo changea tout pour Mark. Il n'était plus seulement responsable de sa propre survie. Il était maintenant le gardien de 2 vies fragiles. Cette responsabilité, loin de l'accabler, lui donna une nouvelle force, une nouvelle clarté d'esprit. Il devait les guider à travers les ruines, et pour cela, il devait devenir un architecte du chaos, un créateur de chemins dans un monde où tous les chemins avaient été effacés. Il commença par leur enseigner les bases de sa science. Il leur apprit à lire les ruines, à écouter les bâtiments. Ne regardez pas les débris, leur expliqua-t-il, sa voix calme et patiente. Regardez les espaces vides. C'est là que se trouve la sécurité. Et écoutez. Chaque craquement, chaque gémissement, c'est le bâtiment qui vous parle. Il vous dit où il a mal. Il leur montra comment distinguer un mur porteur d'une simple cloison, comment repérer les signes de fatigue du métal, comment sonder le sol devant eux. Il transforma leur peur en une forme de vigilance active. Ils n'étaient plus des victimes passives du chaos, ils étaient des apprentis navigateurs. Leur progression à travers les étages effondrés de la tour Horizon fut une série de leçons pratiques. Mark les menait, choisissant chaque pas avec une prudence infinie. Il leur montra comment utiliser les cages d'ascenseur, dont les structures en acier étaient souvent les plus solides après un effondrement, comme des cheminées verticales pour monter ou descendre entre les étages. Il leur apprit à se méfier des zones trop silencieuses, qui indiquaient souvent une tension accumulée, prête à se libérer de manière explosive. Ils trouvèrent de l'eau dans les réservoirs des toilettes et de la nourriture, des boîtes de conserve, des paquets de biscuits dans les cuisines des appartements abandonnés. Ils devinrent une petite unité de survie, chaque membre ayant son rôle. Mark était le guide et l'ingénieur. Sarah, malgré sa jambe blessée, était l'infirmière, s'occupant des petites coupures et des contusions. Léo, le petit garçon, avec son innocence, était le gardien du moral, rappelant aux adultes, par sa simple présence, pourquoi ils se battaient. Et Buster, le chien, avec son ouïe et son odorat exceptionnel, était leur système d'alerte précoce, capable de détecter des mouvements ou des sons bien avant les humains. Après 2 jours de progression lente et périlleuse, ils atteignirent le rez-de-chaussée de la tour. Mais la sortie était bloquée par une montagne de débris impénétrables. Ils étaient toujours piégés à l'intérieur. Mark savait qu'il devait trouver un autre chemin, probablement à travers les niveaux de parking souterrains. C'est là que le véritable test de son expertise commença. Les parkings souterrains, avec leurs grandes étendues de dalles de béton et leurs piliers espacés, étaient des structures notoirement vulnérables aux tremblements de terre. Ils descendirent dans l'obscurité du premier sous-sol. Le spectacle était terrifiant. D'énormes sections de plafond s'étaient effondrées, écrasant des dizaines de voitures. Des piliers de soutien étaient fissurés, d'autres avaient été complètement pulvérisés, leurs armatures d'acier tordues comme des spaghettis. C'était un labyrinthe de mort. Mark les guida à travers ce paysage de destruction avec une précision chirurgicale. Il leur montra comment les voitures, bien qu'écrasées, pouvaient parfois créer des poches de survie et même renforcer la structure en empêchant un effondrement total. Ils passèrent sous une dalle de béton de plusieurs tonnes qui ne tenait que par le toit d'un camion de livraison. C'était un passage terrifiant, mais Mark leur avait expliqué que la structure du camion, conçue pour supporter de lourdes charges, était maintenant le pilier le plus solide de la zone. Il était en train de réinventer l'ingénierie structurelle en temps réel, utilisant le chaos pour créer un nouvel ordre, une nouvelle forme de sécurité. Il était l'architecte du chaos, et il construisait un chemin de vie avec les briques de la destruction. Après avoir navigué à travers les 2 premiers niveaux du parking souterrain, ils arrivèrent à leur plus grand et plus terrifiant obstacle. Le tremblement de terre avait créé une faille béante, une crevasse de près de 10 mètres de large qui coupait le parking en 2. Le sol s'était littéralement déchiré, révélant les fondations du bâtiment et un vide sombre en dessous. De l'autre côté de la crevasse, ils pouvaient voir la rampe de sortie qui menait à la rue, à la lumière du jour, à la liberté. Mais la crevasse était infranchissable. C'était un canyon de béton et de terre, dont les bords étaient instables et menaçaient de s'effondrer davantage. Le désespoir, qu'ils avaient réussi à tenir à distance, revint les frapper de plein fouet. Ils étaient si proches, et pourtant si loin. Ils longèrent le bord de la crevasse, cherchant un passage, un point plus étroit. Mais la faille s'étendait sur toute la largeur du bâtiment. C'est alors que Mark le vit. Le seul et unique pont possible à travers cet abîme. Une énorme poutre en nid en acier, qui avait autrefois soutenu le plafond, avait été arrachée de ses fixations et était tombée en travers de la crevasse.
Elles reposaient sur les deux bords, formant une passerelle étroite et précaire. C'était leur seule chance. Mais était-elle sûre? Pour Sarah et Léo, c'était une simple poutre d'acier. Pour Marc, c'était un problème de physique complexe et à haut risque. Il savait que la poutre n'était pas conçue pour reposer de cette manière. Elle était soumise à des forces de tension et de torsion pour lesquelles elle n'avait pas été calculée. Elle pouvait être stable, ou elle pouvait être un piège mortel, prêt à basculer ou à se rompre sous le moindre poids. Il devait l'analyser. Il passa près d'une heure à étudier le pont. Il ne pouvait pas le toucher, mais il pouvait l'observer. Il examina les points de contact. D'un côté, la poutre reposait sur une section de sol relativement stable. De l'autre, elle s'appuyait sur un tas de débris instables. C'était le point faible. Il étudia la poutre elle-même. Il chercha des signes de fatigue du métal, des fissures, des déformations. Il remarqua une légère torsion en son centre, un signe qu'elle était sous une contrainte de torsion importante. Il devait la tester. Il trouva un long morceau de conduit métallique et le jeta sur la poutre. Il écouta le son de l'impact. Un bang clair et métallique. C'était un bon signe. Un son mat aurait indiqué une fissure interne. Puis, il fit quelque chose qui glaça le sang de Sarah. Il commença à lancer de gros morceaux de béton sur le centre de la poutre. Il créait des impacts, des vibrations, pour tester la stabilité des points d'appui. La poutre vibra, mais elle ne bougea pas. Le tas de débris de l'autre côté sembla se tasser un peu, mais il tint bon. Après une longue et angoissante période de test, il prit sa décision. « C'est stable, dit-il. Du moins, je le pense. Mais nous devons traverser un par un, très lentement, et en restant au centre de la poutre. Je passerai en premier. » La traversée fut l'épreuve la plus terrifiante de leur vie. Marc s'engagea sur la poutre, qui ne faisait pas plus de 30 centimètres de large. Il avançait lentement, les bras écartés pour garder l'équilibre, ses yeux fixés sur l'autre côté. Chaque pas était un acte de foi dans ses propres calculs. Il atteignit l'autre côté et se retourna. « À toi, Sarah. Laisse Léo ici pour l'instant. » Sarah, tremblante, commença sa traversée, les larmes aux yeux. Marc et Léo lui parlaient, l'encourageant. Elle réussit. Puis ce fut le tour de Buster, le chien, qui traversa avec une agilité surprenante. Enfin, ce fut le tour de Léo. Marc retourna au milieu de la poutre pour le rencontrer et le prendre par la main. Ensemble, ils firent les derniers pas. Ils étaient tous de l'autre côté. Ils avaient traversé le pont de la tension. Le chemin vers la surface était maintenant libre. La rampe de sortie du parking était un tunnel d'espoir. À chaque pas, la lumière du jour devenait plus forte, l'air plus frais. Ils émergèrent enfin à l'air libre, clignant des yeux sous la lumière crue du soleil. Le spectacle qui les accueillit était une vision de dévastation totale. La rue n'était plus qu'un canyon de débris. Les bâtiments environnants étaient des squelettes de béton et d'acier. Un silence de mort planait sur la ville, seulement troublé par le bruit lointain des sirènes et le cri des mouettes. Mais pour eux, c'était le plus bel endroit du monde. C'était la surface. C'était la vie. Ils ne tardèrent pas à être repérés. Une équipe de pompiers, qui fouillait les décombres à proximité, les vit apparaître comme des fantômes sortant de la terre. Leur sauvetage fut rapide. On leur donna de l'eau, des couvertures, les premiers soins. Sarah et Léo furent immédiatement pris en charge par les médecins. Avant d'être emmenés, Sarah se tourna vers Marc, ses yeux remplis de larmes de gratitude. « Vous nous avez sauvés, dit-elle simplement. Vous êtes un héros. » Marc, mal à l'aise, se contenta de hocher la tête. Il ne se sentait pas comme un héros. Il se sentait simplement comme un ingénieur qui avait fait son travail. Dans les jours qui suivirent, leur histoire fit le tour du monde. On parla du miracle de la tour Horizon. Et Marc, l'ingénieur en démolition à la retraite, devint une célébrité improbable. Les journalistes l'appelaient l'architecte des ruines. Des équipes d'ingénieurs et de sauveteurs vinrent l'interroger, fascinés par ses méthodes, par sa capacité à lire les structures effondrées. Il partagea ses connaissances avec humilité, expliquant les principes simples de la charge, de la tension et de la défaillance structurelle. Il devint un consultant précieux pour les opérations de sauvetage, aidant les équipes à naviguer en toute sécurité dans les bâtiments les plus dangereux, sauvant d'autres vies. Il avait passé sa carrière à comprendre comment détruire les bâtiments de la manière la plus sûre et la plus efficace possible. Et à la fin, cette connaissance, cet art de la destruction, était devenu l'outil le plus puissant pour la préservation de la vie. Il avait regardé le chaos et y avait vu un ordre caché. Il avait regardé la mort et y avait tracé un chemin vers la vie. Il n'était plus le corbeau, le messager de la fin des bâtiments. Il était devenu leur interprète, leur guide,
le seul qui pouvait encore entendre leur voix brisée et comprendre leur dernière symphonie.